parole à Madame Aurore Gaillet, Madame professeure Aurore Gaillet, qui va présenter les conclusions de notre colloque d'aujourd'hui. Présenter les conclusions est toujours l'exercice le plus difficile. Je vous invite à présenter ces conclusions. Merci beaucoup. Alors, je sais que le temps imparti est rapide. Ne vous inquiétez pas, je vais vous laisser. J'arrêterai suffisamment tôt pour que vous puissiez rejoindre votre bus. Et si besoin, je tronquerai mes conclusions. Ce n'est pas très grave. Alors d'abord, bien sûr, je vais aller vite, mais les remerciements sont ici pour moi très importants parce que... vous m'entendez ? J'ai jusqu'à 5. Voilà, je sais, mon ordinateur me tient suffisamment de batterie, j'ai 17h33, mais je vais essayer malgré tout, parce que je pense que c'est aussi une journée très fatigante et très longue, malgré son caractère passionnant, donc aussi pour cette raison, je ne voudrais pas abuser de votre patience. Mes remerciements, bien sûr, pour m'avoir invité à ces journées qui sont principalement entre la Pologne et Orléans, et nous sommes ici 2 représentants de l'Université de Toulouse avec mon cher doyen. Et j'ai été très, très touchée d'être invitée, aussi parce que voilà, le thème me tient évidemment à cœur, la Pologne aussi, puisqu'on, comme on disait tout à l'heure, on est aussi très investi à Toulouse avec les relations avec la Pologne. Et alors aussi par mon ami Tristan Poutier, je ne le vois pas mais qui est là, qui m'a invité pour prononcer les conclusions. Et comme vous le disiez, c'est un exercice alors qui n'est pas évident et c'est la première fois que je m'y exerce. Donc je vous prie d'être indulgent. Je n'avais pas j'avais simplement le programme, donc j'ai essayé je vais essayer de vous proposer quelque chose qui soit qui permette de clore ce beau colloque et toutes ces interventions extrêmement riches où on a parfois l'impression que ça va dans tous les sens. Comment conclure, comment ne pas faire de redites, puisque c'est pas non plus l'idée des conclusions. Malgré tout, évidemment, il y aura certains passages imposés. Pour ce double cadre, alors peut-être d'abord, il me semble assez intéressant, puisqu'on revient ici à la fois on est ici au Sénat pour la commémoration des 60 ans de la Constitution française. Une commémoration, j'allais dire, assez paisible, malgré toutes les difficultés, toutes les questions des rengaines de 6e République, etc. Malgré tout, la 5e République, si on la compare avec les questions qui portent sur la Constitution polonaise, évidemment, on a un contraste assez intéressant où on s'interroge aujourd'hui sur, depuis l'accès au pouvoir du Parti Droit et Justice en 2015, on peut même se demander s'il s'agit aujourd'hui d'une révolution. Alors c'est sûr que du coup, nos questionnements sur la 6e République paraissent faibles, même si on a des mises en garde qu'il faut ici évidemment avoir à l'esprit. Alors un colloque qui me semble aussi intéressant parce qu'on a fait un voyage, comme moi je les aime bien puisque je suis comparatiste, à la fois dans le temps puisqu'on mobilise l'histoire. Je dis on a toujours du droit comparé dans le temps et du droit comparé dans l'espace. Et aujourd'hui c'est un peu ce qu'on a puisqu'on a mobilisé l'histoire et on a mobilisé la France, la Pologne, un petit peu la Belgique, on a eu un peu de l'Allemagne. Alors forcément je vais vous parler aussi un peu d'Allemagne puisque c'est ce que je connais le mieux. Mais au-delà de ça, tout au long des différents exposés, on a retrouvé des thèmes qui sont fondamentaux autour de la Constitution. La démocratie, l'état de droit, la séparation des pouvoirs, qui sont évidemment au cœur de la notion de constitution. Et ici, j'allais dire, nos réflexions théoriques universitaires ne sont pas que des réflexions d'universitaires et d'entre-soi, et elles peuvent aussi avoir leur rôle à jouer. Alors, 2 points. Alors, je dois être vraiment finalement quand même française parce que quand je présente avec les Allemands, je suis quand même parfois avec plusieurs parties, mais là, j'ai 2 parties. Voilà, je suis pas très originale. Malgré tout, elles sont subdivisées en 2 parties, donc j'essaye de faire. C'est pas une question de plan, mais enfin, je m'étonne moi-même dans ces parties. Alors d'abord, quelque chose de, j'ai absolument pas de jolis titres, mais c'est pas grave. Une réflexion sur la notion de constitution de manière générale qui va regrouper un certain nombre de contributions et ensuite une question sur les tendances actuelles du droit constitutionnel et de la Constitution. Alors sur la notion de constitution, 3 idées. La première sur le terme même de constitution, la deuxième sur les influences doctrinales historiques, la troisième sur le contenu et l'effectivité de la Constitution.
Alors sur le terme même de constitution, quelques idées au passage. Cédric Guillerminet nous rappelait que c'était un terme très riche en parlant de la constitution économique. On a parlé de la constitution économique, la constitution financière, la constitution administrative, je ne sais plus si vous l'avez cité, mais évidemment on peut penser ici, on a parlé de Napoléon qui parlait des blocs de granit de la France, cette constitution administrative, mais on a évidemment aussi la constitution sociale. On peut parler du doyen Carbonnier ou alors de Maurice Horiou, évidemment, avant même que la Constitution telle qu'on l'entend, le texte normatif de la Constitution ait une valeur juridique importante. Ensuite, toujours dans cette idée de notion de constitution, la question du mythe de la constitution m'a ici particulièrement touchée. Alors, pour le peu d'anglais que je comprenne, j'espère que je ne trahis pas vos propos, Monsieur Brochek, qui nous donnait un éclairage passionnant rappelant l'importance des fictions du droit, l'intérêt de refuser de poser abstraitement des concepts juridiques sans s'interroger sur la fabrication de ces concepts, y compris en recourant à des métaphores et à des mythes. Évidemment, le mythe de la Constitution, vous le disiez, n'est pas un mythe isolé, mais qui se comprend de manière beaucoup plus générale au regard des rapports entre le droit, la construction des droits qui mobilisent des représentations. En définitive, il s'agit ici d'insister aussi sur l'importance de la communauté universitaire, la communauté scientifique, plus largement, bien sûr, pas seulement les universitaires, et Olivier Jouan-Jean, qui est mon maître, donc je vais quand même le citer une fois au moins, qui rappelle souvent l'intérêt de la théorie structurante du droit de Friedrich Müller, qui souligne qu'entre le texte du droit et sa concrétisation, il y a l'opération productive de la science juridique, et il me semble ici que ce rapport et cette importance des fictions du droit prend toute sa portée au regard de cette remarque. Toujours dans la notion de sens et dans la question de la notion de la Constitution, suit l'importance, évidemment, au-delà du texte de Constitution et de ce que ça peut signifier, l'importance des influences doctrinales et historiques, et l'histoire constitutionnelle a été particulièrement mobilisée au gré des différents exposés. D'ailleurs, c'était très intéressant, puisque dès son allocution d'accueil, Pierre Alorand avait cité les idées constitutionnelles de Michel Debré et développé, bien sûr, évidemment, les idées constitutionnelles ont des racines bien antérieures au moment où elles sont développées, et ici, la place de la guerre et des réflexions dès la Seconde Guerre mondiale était importante. Ensuite, Philippe Nedvydov, notre historien du droit, est revenu ici sur les idées constitutionnelles de Gaulle en partant de l'ouvrage « La France sera la France ». Alors, je trouvais ça intéressant que tu aies utilisé cet ouvrage de 1951, puisque c'est une date assez intéressante qui se situe, j'allais dire, un peu dans un entre-deux, alors que la place de l'homme du 18 juin est bien loin, c'est plus tellement l'homme du 18 juin de 40 ou de la libération de 44, et puis celle du fondateur de la 5e, pas encore là, j'allais dire, on est dans cet entre-deux. D'ailleurs, cette idée qui se veut le programme du RPF, puisque c'était le titre de ton intervention, alors qu'en 1951, le RPF est à la veille de sa mise en sommeil de 1952. Et pourtant, les idées développées par De Gaulle et rappelées par Philippe Nedvydov traduisent la constance qui éclaire toujours les origines de la Ve République, de la constitution de la Ve République, et notamment cette volonté de restaurer la République, alors qui signifie en réalité deux choses, et ça me semble aussi assez intéressant. Dans cette idée de la restauration de la République, qui émaille un petit peu tous les exposés sur la France, j'allais dire, il y a à la fois une pensée de la République France comme État souverain, d'une part, mais il y a aussi une réflexion sur l'organisation institutionnelle des pouvoirs. Tristan Poutier nous a aussi dit un certain nombre de choses sur lesquelles je reviendrai tout à l'heure, mais finalement, la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen nous dit dans son article 16 toute société dans laquelle la garantie des droits n'est pas assurée ni la séparation des pouvoirs déterminée n'a point de constitution. Si on revient sur le terme de constitution, reste à savoir comment séparer les pouvoirs, reste à savoir comment organiser les pouvoirs, et finalement l'histoire constitutionnelle française n'a jamais été tranchée à cet égard, et c'est ce que nous rappelle aussi Tristan Poutier, qui est revenu sur l'antiparlementarisme constitutionnel. Et ici, j'ai trouvé particulièrement intéressant
le rappel de quelque chose d'abord de classique. La Ve République est construite en forme de contre-modèle des constitutions de la Troisième et de la Quatrième République, tout entière orientée autour de la restauration de l'exécutif, qui est donc le leitmotiv de Gaulle et de Capitan. Donc là, on croise ici à nouveau l'intervention de Philippe Nedidoff. Alors c'est bien connu, mais le rôle de l'historien, c'est aussi de rappeler qu'on ne s'arrête pas au XXe siècle ici et qu'au contraire, l'histoire constitutionnelle française a ceci d'assez intéressant qu'elle est faite de soubresauts et d'hésitations. Et notamment ces deux modèles, Tristan, que tu nous rappelais, qui est finalement, qui revient à la question de savoir qui exprime la volonté de la nation, où se trouve le lieu de pouvoir, dans le Parlement, dans l'exécutif, en creux, qu'est-ce que ça veut dire, exécutif ? Question qui accapare la doctrine des acteurs du droit constitutionnel, aujourd'hui encore, mais dans l'histoire, tu nous as rappelé, Tristan, ce rapport entre, ou en tout cas cette oscillation entre les deux modèles, d'une part les idées révolutionnaires de 1789, qui insistent sur l'autonomie du Parlement, précisément parce qu'il est alors le lieu de la volonté de la nation, et que, à l'inverse, cette conception s'oppose avec tout autant de force la conception qui s'est imposée ensuite, mais qui s'est imposée en mouvement de va-et-vient tout au long de l'histoire, sans revenir sur les périodes que tu as citées, mais en tout cas, la conception qui s'opposait d'une institution placée sous tutelle de l'exécutif, qui serait celle de la Ve République, évidemment, avec un écho particulier, j'y reviendrai tout à l'heure, avec la mise en garde, ou en tout cas l'interrogation d'un parlementaire, comme le sénateur Sueur, qui s'interrogeait sur la balance actuelle des pouvoirs. Donc cette question, finalement, reste d'actualité. Troisième point de ce premier point, finalement, toujours l'interrogation sur la notion de constitution, au-delà de la vaste dimension de la constitution intellectuelle comme, j'allais dire, matérielle, sur ses origines intellectuelles et historiques. Enfin, l'interrogation sur la notion de constitution conduit toujours à s'interroger sur l'identification de la Constitution comme norme, finalement, la valeur juridique de la Constitution. Et là, on a eu des exposés extrêmement intéressants qui revenaient toujours à nous demander, à nous interroger sur l'effectivité de la Constitution. Donc, c'est quoi le texte de la Constitution? Jusqu'où va-t-il? Quelles sont ses normes? Et sont-elles justiciables? Question qui occupe la doctrine, mais aussi les juristes, depuis que la notion de constitution existe. À l'instant, Vanessa Barbé nous rappelait les travaux préparatoires de la Constitution de 58, ce qui mettait en lumière le refus de considérer à l'époque la valeur constitutionnelle du préambule de 1958. Mais ici, on peut rappeler même chose, finalement, Pierre-François Laval, qui s'interrogeait sur le droit constitutionnel d'asile, fondé aujourd'hui sur l'article 4 du préambule de 1946, et sur le fond, la question est ici aussi intéressante sur la valeur juridique et la traduction juridique d'un article, d'une disposition qui a été, qui est née de l'après-guerre. Alors sur le fond, si je reviens rapidement sur l'exposé extrêmement intéressant de Pierre-François Laval, on fait des petits voyages aussi avec le droit international, le droit européen, le droit constitutionnel français ici. Question de la place du droit constitutionnel, alors que se posent, ou en tout cas arrivent, ou en tout cas sont déterminantes aujourd'hui des normes internationales et européennes, et c'est la question du droit d'asile, évidemment, avec la place de la Convention de Genève de 1951, et du droit européen aussi, pose cette question assez intéressante, qui est finalement une question aussi au cœur de notre exposé, quel est le rôle alors du droit constitutionnel, avec des réponses finalement assez ambiguës. Si je prends l'exposé de Pierre-François Laval, le régime constitutionnel de l'asile présente des intérêts. On revient ici à la souveraineté de l'État très importante, puisque l'asile est une matière, une prérogative de souveraineté de l'État, mais au-delà de ça, l'importance symbolique, si on revient sur les mythes de tout à l'heure, l'importance symbolique du droit d'asile et de la France, qui s'est construite comme une terre d'asile, notamment dans une tradition juridique qui remonte à la Constitution montagnard de 2793. Donc,
intérêt ici du droit constitutionnel national. Mais en même temps, l'exposé de Pierre-François rappelait le contraste entre cet intérêt et la parcimonie de la mise en œuvre du régime, face au régime conventionnel, justement, avec toutes les raisons sur lesquelles je ne reviendrai pas, mais une mise en œuvre finalement très récente qui date de la fin des années 1990. Même question ensuite de l'application et de l'effectivité des normes constitutionnelles qui se posent au regard de la notion même de développement durable. Question de ce matin également. Et on revient ici, ça me semble très intéressant que la question se soit posée ici sur le développement durable, qu'on associe généralement à ces droits de la troisième génération. Puis alors, si on se rend compte que finalement, la question s'est posée avec les droits de la première génération, si on veut, les droits libertés, donc même les droits du préambule de 1958, les droits de la deuxième génération, si on prend l'asile constitutionnel de 46, et enfin, ici, ce qu'on appelle la troisième génération, même si on peut critiquer ces classifications, ce que je fais aisément, mais malgré tout, c'est intéressant. On se repose la même question de à quoi ça sert aujourd'hui d'inscrire le développement durable dans une constitution. Malgré tout, ça peut être un principe cadre, et je ne reviendrai pas ici sur tout l'exposé, mais je trouvais que c'était très intéressant, principe cadre, méta-principe. Ce qui me semble intéressant aussi ici, c'est qu'après, tout à l'heure, on va revenir sur les critiques qui peuvent être adressées à l'évolution constitutionnelle de la Pologne. Malgré tout, rappelons aussi les acquis ou les intérêts d'une constitution de 1997 qui, dans son préambule, rappelle la responsabilité de la transmission aux générations futures de tout ce qu'il y a de précieux dans un patrimoine plus que millénaire. Et pour des constitutions, précisément, où on s'interroge sur leur caractère éventuellement conservateur, réactionnaire, est-ce que c'est pas ça aussi qu'il faut préserver finalement? Ce qui est écrit dans ce préambule, qu'on retrouve aussi évidemment aujourd'hui dans la charte de l'environnement française, mais voilà, dès 1997, la constitution polonaise le rappelait. Reste à donner sens à ces principes dont on s'interroge sur leur effectivité. Est-ce un principe normatif? Et ici on retrouve le rapport avec la loi. Et dans ce sens, c'était l'exposé, je n'ai pas cité ici l'auteur de notre exposé sur le développement durable, je ne l'ai pas dans mon exposé. Je voudrais bien citer tout le monde, je me rends compte que ça ne me plaît pas du tout. Où en étions-nous avec le développement durable, Piotr Szwedo, pardon. Oui, sinon, en plus, je ne dois pas bien prononcer son nom, qui nous demandait, voilà, comment en faire un principe normatif. Et ici, on avait évidemment le rapport avec la loi. Et là, on revient finalement à une conception assez classique des libertés publiques, la confiance dans le législateur qui fait aussi partie de notre histoire constitutionnelle. Il ne faut pas oublier trop rapidement ce rapport entre la Constitution et leur mise en œuvre par le législateur national. Et au-delà de ça, ça ajoute aujourd'hui la dimension internationale. Vous parliez de l'importance de la dimension procédurale du développement durable que l'on trouve dans la jurisprudence internationale, dans le droit international. J'ajouterais la jurisprudence constitutionnelle qui peut aussi être là pour rappeler les obligations procédurales qui permettent de mettre en œuvre des principes qui paraissent comme trop flous parfois. Jurisprudence constitutionnelle, en tant que constitutionnaliste aussi allemande, la Cour constitutionnelle fédérale allemande insiste fréquemment sur ce rapport entre des droits matériels et leur concrétisation grâce à des obligations procédurales. Même chose enfin s'agissant des questions et de l'interrogation sur la substance et l'effectivité des principes constitutionnels autour de la question de la constitution économique. Je citais déjà tout à l'heure l'exposé de Cédric Guillerminet, mais cette question de savoir appartient-il à la Constitution d'orienter les politiques économiques selon l'un ou l'autre modèle qui peut être défendu, principes libéraux ou interventionnistes. La thèse classique de la neutralité de la Constitution et de ses interprètes a été rappelée, de même que j'allais dire l'origine allemande de cette Constitution. Pour la Constitution économique, je trouve ça assez intéressant aussi de rappeler que peut-être cette interrogation qui accompagnait les débuts de la Ve République aussi en France, toute la question de la constitution économique est renouvelée par l'interrogation sur la constitution économique
au niveau européen, puisque les dimensions et les dispositions constitutionnelles matérielles qui sont contenues dans les traités européens portent largement sur des politiques économiques. Et il me semble ici que la question sur la constitution économique est largement renouvelée par ces interrogations, qui permettent d'ailleurs de revenir sur les rapports entre constitution formelle et matérielle, puisqu'il s'agit ici bien sûr de la dimension matérielle de la Constitution. Alors voilà, j'entends beaucoup qui discutent, je pense que vous êtes fatigués de m'entendre, alors je passe immédiatement à ma deuxième partie pour terminer sur les tendances actuelles du droit constitutionnel. Il me reste un quart d'heure, c'est ça? J'ai encore... oui. Ça va, vous n'êtes pas trop fatigués de ces conclusions. Donc une première partie qui nous a permis de faire un voyage et une interrogation sur la notion de constitution, qui me semble à la fois théorique mais tout aussi actuelle. Question encore plus actuelle, tendance actuelle du droit constitutionnel. Alors ici, question rapide, actuelle dans le sens actuel, pas forcément des plus modernes. D'abord une question sur est-ce que la Constitution doit contenir de nouveaux droits? Ce serait peut-être une des questions qui pourrait être soulevée ou en tout cas qui a été soulevée tout au long de cette journée. Des droits qui peuvent être modernes. Je citais à l'instant Piotr Szwedo sur le développement durable. On peut rappeler aussi que pour les révisions de la Constitution qui sont proposées actuellement en France, on s'interroge toujours sur l'inscription de la préservation de l'environnement, non pas dans la charte de l'environnement, mais dans l'article 1er, avec tout un débat aussi sur la situation de cette préservation de l'environnement dans la Constitution. Alors un intérêt, c'est assez moderne. En même temps, une limite qui renvoie et qui fait écho à pas mal d'interrogations aujourd'hui qui se demande dans quelle mesure il appartient à la Constitution de contenir les différents principes. C'est une question qui a ici été posée par Pierre Serrand après l'exposé de Cédric Guillermenet. Est-ce le lieu de la Constitution de contenir des orientations économiques ? Même chose, j'allais dire, il y a des risques à inscrire tout dans la Constitution. À l'instant, le débat sur la Constitution de l'état d'urgence qui nous a été présenté par M. Tachik, qui... voilà, qui s'interrogeait sur qui s'interrogeait, ou en tout cas qui nous rappelait tous ces débats autour de la constitutionnalisation de l'état d'exception et de l'opportunité d'inscrire dans la Constitution à la fois l'état d'exception, l'état d'urgence plus exactement, et la déchéance de nationalité. Interrogation qui rejoint finalement assez rapidement la critique adressée à la loi, qui perd de sa valeur, il me semble, à vouloir réagir à l'actualité. Même chose encore, plus encore, est-ce que, il me semble que la norme supérieure que constitue la Constitution doit encore plus être protégée des tentations du temps court. Autre aspect de la Constitution, des rapports entre des évolutions actuelles de la Constitution, celui des rapports entre la Constitution et le droit européen international. On en disait déjà quelques mots tout à l'heure avec l'exposé de Pierre-François Laval, mais plus encore sur l'exposé de Roman Kvichien, sur l'importance ou l'opportunité, ou en tout cas le lieu de l'arbitre. Existe-t-il un arbitre de la constitutionnalité des relations entre droit national et droit européen? Vous disiez que votre conclusion était finalement assez pessimiste en disant que non, il n'y a pas d'arbitre, il ne peut pas y avoir d'arbitre dès lors que l'ordre européen n'est pas un ordre fédéral. Il ne peut pas y avoir une Cour suprême à l'instar de la Cour suprême des États-Unis tant que les États n'ont pas décidé de changer le lieu de la compétence de la compétence. C'est à la fois une réflexion, ou en tout cas une conclusion pessimiste, mais c'est aussi simplement une conclusion qui rejoint la logique même de la construction de l'Union européenne, qui se prête bien mieux aux présentations en termes de rapports de systèmes, plus ou moins conflictuels du reste. En toute hypothèse, il appartient aussi aux juges constitutionnels. On a parlé des acteurs de la Constitution, il faut aussi évidemment parler des juges constitutionnels. Vanessa Parbet en parlait aussi tout à l'heure, du Conseil constitutionnel. Même chose pour l'exposé de Nicolas Hoppet, qui s'interrogeait sur le droit international vu des archives du Conseil constitutionnel, ou cette fabrique du droit constitutionnel, et avec une présentation très éclairante vue des archives du Conseil constitutionnel. Finalement, si je traduis votre pensée, qu'il y avait une certaine attente de l'ouverture des archives
pour comprendre la fabrique d'un critère aussi déterminant que celui des conditions essentielles d'exercice de la souveraineté nationale, avec malgré tout une certaine déception en se disant que finalement le droit se construit aussi par des juristes, plus ou moins juristes d'ailleurs, parfois au détour de surprises ou d'éléments qui sont finalement moins solides que ceux auxquels on peut s'attendre. Enfin, dans les tendances actuelles du droit constitutionnel et de la Constitution, il y a évidemment aussi les menaces qui pèsent sur la Constitution. Les menaces qui peuvent être plus ou moins fortes, les menaces qui peuvent être celles de l'antiparlementarisme constitutionnel. Je reviens ici à l'exposé de Tristan Poutier, mais aussi à l'interrogation du sénateur Sueur sur les réformes actuelles envisagées par le gouvernement, la réduction du temps de discussion de la loi, si je reviens sur ma réflexion tout à l'heure sur le temps court, peut aussi interroger et constituer une menace sur la Constitution. Mais évidemment, les questions des menaces sur la Constitution sont surtout celles actuellement sur la Pologne. Et c'est pour ça aussi qu'un exposé ou un colloque comme celui d'aujourd'hui me semble prendre une densité particulière qui dépasse le cadre théorique des enceintes universitaires. Les deux exposés, le premier, celui de Wojciech Żarowski, c'est ça ? Merci. Qui s'interroge sur comment comprendre les évolutions récentes du régime polonais qui menacent l'indépendance du pouvoir judiciaire et plus particulièrement de la Cour constitutionnelle. Et vous avez réfuté une éventuelle comparaison avec la révision de la Constitution française en 1962 qui visait précisément, comme vous le disiez, à confirmer un choix initial de la Constitution de 1958, comme ça on peut revenir à la Constitution de 1958 aussi, qui était finalement validée par le peuple français. À l'inverse, et il me semble ici que votre analyse était particulièrement éclairante, les révisions polonaises mettent en péril l'indépendance du tribunal constitutionnel à l'encontre des choix fondamentaux de 1997, choix fondamentaux, vous l'avez dit, et Schmitt ici a été mobilisé à plusieurs moments, choix fondamentaux au sens de la constitution de Schmitt comme décision souveraine sur la forme d'existence politique, choix qui rappelle l'importance de l'indépendance judiciaire, vous l'avez dit bien mieux que moi, et en étant française évidemment on ne peut pas se faire porte-parole de vos propres mots, mais bon, en tant que conclusio, celle qui propose les conclusions, ce choix était important à la chute, et ici c'était M. Frédéric Zoll qui le disait, après la chute du communisme précisément, l'indépendance du pouvoir judiciaire était un choix particulier sur lequel il est revenu aujourd'hui. Dans l'exposé de M. Zoll, précisément, je prononce mal, Zoll, je le prononce à l'allemande, je suis désolée, vous interrogez sur la portée de ces révisions, est-ce qu'elles conduisent véritablement peut-être à finalement une révolution, en dépit d'une révolution qui serait silencieuse, sans irrégularité notable. Et pour conclure ici sur ce point, il me semble important, parce que vos deux exposés étaient suffisamment parlants, je pense, pour ne pas en redire la substance, il me semble important d'insister sur la préservation de l'indépendance du pouvoir judiciaire, même si, une fois encore, nos débats scientifiques ont peu de portée. Indépendance du pouvoir judiciaire, vous l'avez dit également, à la lumière de l'histoire européenne. Je voudrais ici rappeler l'importance de l'ancienneté du discours anti-judiciaire, souvent articulé autour de l'argument de la sclérose des juges, et ça c'était votre terme de tout à l'heure, du pouvoir conservateur de l'oligarchie, à l'origine de l'affaiblissement de la démocratie. Et à l'inverse, il me semble ici aussi important de rapporter un peu de théorie politique, de théorie juridique, qui permet aussi de revenir sur ce mot valise qu'est le populisme. Vous ne l'avez pas mentionné, mais il sous-tendait vos propos, il me semble aussi, qui se construit sur l'appel au peuple. Et vous tous deux, vous êtes revenus sur un questionnement sur le soutien populaire à ces réformes.
Et en référence aux écrits de l'allemand, allez, je vais quand même en citer encore un, Böckenförde, mais du français aussi Marcel Gauchet, on peut rappeler que la captation des difficultés intrinsèques à la démocratie, et il y en a évidemment, on dit toujours ce régime qui contient tellement de faiblesses, précisément parce qu'il est construit sur la liberté, ce sont précisément ces faiblesses-là qui sont captées par les discours du dit populisme, mais cela ne doit pas faire oublier les digues du pluralisme et de l'état de droit face aux dérives simplificatrices de l'appel au peuple. Et du reste, c'est ce que rappelait l'exposé précisément de Vanessa Barbé, en rappelant parfois le caractère ambigu des référendums. Pour terminer, ici, dans les autres menaces, évidemment, le débat sur la constitutionnalisation de l'état d'urgence le rappelait aussi, mais, et la mention de Giorgio Agamben rappelait aussi l'importance de la théorie du droit ici pour donner de la densité à nos questionnements. Il me reste 2 minutes, ça tombe bien, j'ai terminé. Finalement, pour conclure, comment protéger la Constitution, puisqu'elle fait face aussi à des menaces, et que si nous sommes aussi si nombreux, c'est parce que vous avez des cars qui vous ont affrété d'Orléans, mais aussi parce que ce sont des questions qui demeurent d'actualité et tout aussi passionnantes. On peut protéger la Constitution en contrôlant les révisions constitutionnelles, mais une fois encore, Vanessa Barbé nous en rappelait les limites. Et les questions sur la révolution silencieuse que peuvent constituer les révisions montrent aussi que tout ça, ce sont finalement des digues bien fragiles. On peut, pour protéger la Constitution, rappeler l'importance de l'histoire et de la théorie, mais l'histoire n'est jamais écrite. On peut s'interroger sur l'alternance. Vous vous demandiez tout à l'heure que faire, et on peut aussi parfois espérer les alternances de 2019, par exemple, qui décideront de l'avenir de la Pologne, en sachant que le gage sera difficile, puisqu'il s'agira une fois encore de revenir sur l'état de droit qui est aussi fragile que la démocratie. Et on peut enfin, pour protéger la Constitution, garder la vitalité de la communauté juridique, qui vit notamment grâce à des rencontres telles celles d'aujourd'hui. Et donc, ça me permet de conclure ces conclusions. Il est 18h04, je crois que j'ai tenu mon temps. Voilà, je vous remercie encore pour cette invitation et ce bel exercice.